Tout a commencé 6 mois plus tôt lorsque Laura a croisé le chemin de Pete lors d'un événement de réseautage professionnel organisé par une agence de marketing locale. Laura, une chef de projet ambitieuse dans une agence immobilière, a immédiatement été attirée par le charme naturel et l'esprit vif de Pete. Leur conversation a coulé sans effort, suscitant une connexion que ni l'un ni l'autre n'avait anticipée. À la fin de la soirée, ils avaient échangé leurs numéros sous le prétexte de partager des idées sur l'industrie. Les messages qu'elle avait reçus depuis longtemps semblaient dépourvus d'excitation. Son mari David était gentil et fiable, mais préoccupé par la gestion de leur foyer et l'éducation de leurs 3 enfants. Leur relation autrefois passionnée s'était installée dans une routine prévisible, laissant Laura désirer quelque chose de plus. Sa culpabilité face à ses sentiments était éclipsée par l'exaltation de son lien grandissant avec Pete. Pete, un cadre commercial à la personnalité magnétique, partageait souvent des récits de ses jours insouciants passés à voyager à travers le monde. Ces histoires captivantes alimentaient les fantasmes de Laura d'une vie d'aventure au-delà de son existence en banlieue. Pete a suggéré un voyage à Bali, un endroit qu'il décrivait comme magique et transformateur. Bien qu'hésitante au début, Laura s'est retrouvée incapable de résister à l'attrait de l'évasion qu'il peignait si vivement. Alors que leur plan prenait forme, Laura a élaboré une histoire de couverture pour s'assurer que sa famille ne se doutait de rien. Elle a dit à son mari qu'elle assistait à un atelier de formation hors de l'État et a organisé pour que ses enfants restent chez ses beaux-parents. Cette planification minutieuse apportait un frisson inattendu, rendant le voyage encore plus semblable à une aventure interdite. La veille de leur départ, Laura était assise seule dans son bureau à domicile, fixant un brouillon d'une lettre qu'elle avait écrite à son mari. Elle était censée adoucir le choc s'il découvrait un jour la vérité. La lettre parlait de son profond amour pour lui et leur famille, mais laissait entrevoir son désir de croissance personnelle et d'indépendance. Elle hésita avant de la sceller dans une enveloppe et de la glisser sous son oreiller. Peu elle savait que cet acte unique déclencherait une chaîne d'événements que ni elle ni Pete ne pourraient contrôler. Laura et Pete étaient assis ensemble dans le salon animé de l'aéroport, attendant d'embarquer pour leur vol vers Bali. Après des semaines d'organisation méticuleuse et d'excitation croissante, leur escapade tant attendue était enfin en route. Laura, son énergie épuisée par le pactage tardif, ferma les yeux tout en tenant la main de Pete. La perspective de 2 semaines de détente et d'indulgence semblait être le refuge parfait. Leur calme fut perturbé par le bip du téléphone de Pete. En jetant un coup d'œil à l'écran, il rappela à Laura de manière désinvolte « N'oublie pas de mettre ton téléphone en mode avion. » « Je ne l'ai pas pris, » dit-elle en haussant les épaules pour écarter la remarque. L'expression de Pete se contracta soudainement alors qu'il lisait un message sur son téléphone. « Pete, elle est à l'heure. Ne touche pas cette femme, et tu le regretteras pour le reste de ta vie. » Alarmée, Laura remarqua sa réaction. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-elle. Au lieu de répondre, Pete lui tendit le téléphone. « Pete, tu es incroyable, » dit Laura exaspérée. « Tu aurais dû prévenir ta femme. » « Elle sait déjà, » admit Pete, tentant de minimiser la situation. Il expliqua qu'il avait dit à sa femme qu'il assistait à un stage de 2 semaines et qu'il avait fait ses valises pendant qu'elle dormait. « Personne ne peut savoir pour nous, » la rassura-t-il. « Es-tu sûr ?» insista Laura, le doute s'immisçant dans sa voix. « Oui, » affirma Pete, bien que ses yeux, scrutant la pièce, trahissaient son malaise. Il suggéra qu'ils contactent leurs partenaires respectifs pour s'assurer que tout allait bien. Pete appela sa femme, mais l'appel resta sans réponse, le forçant à laisser un message vocal léger. Laura, quant à elle, refusa de contacter son mari. Leur conversation fut interrompue par l'annonce de l'embarquement. Alors qu'ils rejoignaient la file, la proximité qu'ils avaient ressentie plus tôt avait été remplacée par un silence tendu. Pete continua de scruter la foule à la recherche de visages familiers. Une fois à bord, Laura reposa sa tête sur l'épaule de Pete et entrelaça son bras avec le sien. « Pourquoi n'as-tu pas apporté ton téléphone ?» demanda Pete. « C'est une partie de mon plan, » répondit Laura de manière cryptique. « Tu comprendras bientôt. » Après que l'avion ait atteint l'altitude de croisière, Laura sortit son ordinateur portable, ouvrit un document et le remit à Pete. « J'ai réfléchi à tout ça, » dit-elle. « Cette lettre est pour mon mari. Il la trouvera ce soir et cela lui donnera 2 semaines pour décider. » Selon sa réponse, ce voyage pourrait marquer un nouveau chapitre pour nous ou un retour à l'ancien, disait la lettre. « Cher mari, je t'ai profondément aimé pendant les 25 dernières années. Notre vie ensemble, la famille que nous avons construite et le lien que nous partageons signifient tout pour moi. Tu as été un partenaire merveilleux et je suis vraiment reconnaissante pour tout ce que nous avons. Mais il y a quelque chose que je dois te dire. Pendant des années, je me suis consacré à notre famille, demandant rarement quoi que ce soit pour moi-même. Maintenant, je sens que le moment est venu de proposer quelque chose d'important. Je suis absente pendant 2 semaines, non pas pour le travail comme je te l'ai dit, mais pour réfléchir.
J'ai laissé mon téléphone derrière moi parce que je veux que tu considères ce que je m'apprête à dire sans distraction ni confrontation. J'apprécie notre mariage, mais je ressens aussi le besoin de vivre des expériences que je crois que nous pouvons naviguer ensemble avec ta compréhension et ton soutien. Je demande ta permission d'explorer des connexions en dehors de notre mariage. Mon amour pour toi reste inébranlable. Tu seras toujours ma priorité. Si tu es d'accord, je promets d'être discrète et respectueuse de notre relation. Si cela devait jamais devenir public, j'arrêterai immédiatement. Si tu n'es pas d'accord, je respecterai ta décision et nous avancerons comme nous l'avons toujours fait. Prends ces 2 semaines pour y réfléchir. J'ai confiance en toi pour décider avec le soin et l'amour que tu m'as toujours montré. Quelle que soit ta réponse, je la respecterai. Toujours à toi, Laura. Pete termina de lire et leva les yeux. Wow, Laura Surratt. C'est bien, n'est-ce pas? J'ai emprunté un peu de phrasé à une histoire sur un site de fiction érotique. Pete haussait un sourcil. Tu appelles ça un investissement dans ton avenir. Pourquoi? C'est simple, dit Laura. Je demande à mon mari la permission de sortir de notre mariage. S'il est d'accord, je peux vivre sans culpabilité. S'il ne l'est pas, eh bien, je saurai où je me situe. Et soyons honnêtes, te remplacer serait un défi en soi. Tu penses vraiment qu'il va accepter? Demande Pete avec scepticisme. Absolument, répondit Laura. Je l'ai présenté comme un choix pour lui. S'il dit non, nous continuerons à nous voir en cachette. S'il dit oui, c'est une victoire. Il pensera qu'il a le contrôle. Pete fronça les sourcils. Ce n'est pas logique pour lui. C'est émotionnel. Cette lettre lui dit essentiellement qu'il n'est pas à la hauteur. Aucun homme ne veut entendre ça. Il va soit se battre, soit plier. Tu ne le connais pas comme moi, dit Laura avec confiance. Il valorise l'honnêteté. C'est un risque calculé. Pete l'observa, troublé par son pragmatisme froid. Bien qu'il n'ait pas de réticence à déformer la vérité pour son propre bénéfice, l'approche calculée de Laura lui semblait troublante. Sa curiosité prit le dessus. Alors, comment se termine l'histoire que tu as empruntée? La femme a-t-elle obtenu ce qu'elle voulait? L'expression de Laura s'assombrit. Non, son mari elle misa laportiti elle realized tu elevate fate un terrible erreur. Sentant son inconfort, Pete changea de sujet. En parlant de choses étranges, j'ai vu quelque chose de bizarre au terminal. Un gars n'arrêtait pas de me fixer. Quand je l'ai regardé, il a fait un geste de la main comme s'il se tranchait la gorge. Ça m'a foutu les jetons. Laura haussait un sourcil. À quoi ressemblait-il? Grand, plus de 6 pieds, cheveux foncés, barbichette. Juste un gars ordinaire, dit Pete en haussant les épaules. L'expression de Laura changea alors qu'elle ouvrait son ordinateur portable et affichait une photo d'elle se tenant à côté d'un homme devant une maison. Sa voix tremblait alors qu'elle demandait « C'était ce gars que tu as vu ?» Pete plissa les yeux en regardant l'image. « Peut-être. Je n'en suis pas tout à fait sûr. » Elle scrutait le visage de Pete, se demandant s'il disait la vérité ou s'il essayait de cacher quelque chose. Pourrait-il dissimuler la possibilité que son mari ait découvert leur liaison? Pour la première fois, le doute s'installa. Pete était infidèle à sa femme. Pouvait-on vraiment lui faire confiance? Que portait-il? Laura insista. Pete haussait les épaules, clairement agacé. Laura, les gars ne font pas attention à ce genre de choses. Indifférente, elle continua. N'as-tu pas dit que mon mari t'avait déposé au terminal domestique? Oui, mais je me suis assuré qu'il parte avant que je prenne le bus pour le terminal international, répondit Pete avec confiance. Il aurait dû se garer, comprendre où je suis allé et me retrouver par le biais de l'enregistrement. Ce n'est pas probable. Malgré les assurances de Pete, l'inquiétude de Laura ne s'est pas estompée. Sentant sa persistance, Pete décida de changer de sujet. C'est ta maison sur la photo? Laura, momentanément distraite, répondit automatiquement. Oui, c'est la nôtre. Nous avons acheté le terrain comme un investissement. C'est une propriété de plage étroite et escarpée. Mon mari a passé plus de 15 ans à la concevoir et à la construire lui-même, pièce par pièce. Chaque pièce a sa propre fresque unique, des designs nautiques dans les salles de bain, un motif commercial dans le bureau. Même avec un ruisseau qui coule sous la maison, il l'a intégré dans le design. Cela a remporté des prix d'architecture. Pete hocha poliment la tête, mais ses pensées étaient ailleurs. Il ne pouvait pas se défaire de ce sentiment troublant que quelqu'un, peut-être le mari de Laura, était déjà un pas en avant. La conversation dériva vers la famille, un sujet qu'ils évitaient généralement. Pete mentionna ses 2 enfants, âgés de 6 et 8 ans. Pendant que Laura parlait de ses 3 enfants. Sarah, 23 ans, une avocate en immobilier récemment diplômée, et ses fils adolescents Daniel, 16 ans, et Larry, 13 ans. Toujours mal à l'aise, Laura essaya de se recentrer. Elle nota mentalement une liste de contrôles.
avocat, maison, enfant. Ses pensées se précipitèrent vers des plans de contingence, comment protéger sa famille et ses biens si tout s'effondrait. Le silence entre eux s'épaissit et Laura se réprimanda de ne pas être plus prudente. Elle rejoua les événements ayant conduit à leur départ. Jeudi soir, elle avait méticuleusement préparé le voyage, s'assurant que ses choix correspondaient à l'histoire de couverture d'une conférence de travail. Son mari avait semblé normal, même affectueux, alors qu'ils passaient la soirée ensemble. Le vendredi avait suivi la routine habituelle. Laura était allée au travail, avait organisé pour que son mari vienne la chercher puisque sa voiture de société était en réparation, et avait partagé le déjeuner avec les enfants. Plus tard, ils avaient déposé les garçons chez leurs grands-parents et passé une soirée tranquille ensemble. L'excitation de Laura pour le voyage l'avait aveuglée face à d'éventuels signaux d'alerte. Le samedi matin, elle avait convaincu son mari de l'aider à vérifier ses bagages et à partir rapidement, une rupture avec son habitude habituelle de traîner. Sa conformité facile, qui l'avait d'abord soulagée, lui semblait maintenant suspecte. Avait-il soupçonné quelque chose? Malgré sa planification minutieuse, Laura s'accrochait à l'idée que son mari était dans l'ignorance. Il ne connaissait pas ses collègues et personne au travail ne savait la vérité sur le voyage. Le message troublant de Pete? Probablement une blague. L'homme que Pete avait vu au terminal? Juste un inconnu mal élevé. Elle répétait ses réassurances à elle-même. Même si son mari mettait les choses ensemble, la lettre qu'elle avait laissée derrière elle fournissait un déni plausible. Elle présentait le voyage comme une escapade avec un collègue. Pourtant, Laura ressentait le besoin de renforcer ses défenses. Elle décida de faire en sorte que Sarah récupère discrètement la lettre qu'elle avait laissée sous l'oreiller de son mari. Pendant le vol, Laura rédigea un message à sa fille, expliquant qu'elle avait oublié son téléphone à la maison et avait besoin que Sarah active le numéro de Pete pour le contact, prétendant qu'elle avait acheté un téléphone prépayé pour le voyage. Laura demanda également à Sarah de trouver la lettre, la qualifiant de profondément personnelle et destinée uniquement à son mari. Elle faisait confiance à la loyauté et à la discrétion de Sarah. Une fois arrivée à Bali, Laura envoya un email à Sarah et utilisa le téléphone de Pete pour appeler son mari. Il n'y avait pas de réponse. Des heures plus tard, l'inquiétude ne la quittait pas alors qu'ils s'installaient dans leur hôtel. Enfin, Sarah rappela sur le téléphone de Pete, confirmant qu'elle avait suivi les instructions de sa mère. Mais elle ajouta un détail troublant. Son paravate Emin Daniel et Larry au chalet Isol de la famille pour le week-end. Il l'avait appelé plus tôt, semblant préoccupé, et avait dit qu'il avait besoin de temps pour réfléchir. Sarah prévoyait de les rejoindre ce soir-là. Laura se fija. Son mari n'avait pas mentionné qu'ils allaient au chalet, une propriété isolée sans communication moderne. Cette réalisation la laissa secouer. Elle termina l'appel sans poser d'autres questions, incapable de traiter les implications. Pendant ce temps, son mari, au chalet, préparait un barbecue pour les enfants. Il lui demandait de les emmener camper le lendemain pour chasser des wallabies pour un ragoût. Sarah remarqua qu'il semblait préoccupé et décida de l'affronter doucement lors d'une réunion de famille. « C'est à propos de maman ?» Demanda Sara. Oui, admit-il avec un lourd soupir. Elle agit de manière distante depuis des mois. Et maintenant, après hier et ce matin, j'ai appris quelque chose troublante. La pièce était chargée de tension alors que leur père soupirait, complétant sa pensée. Il l'avait toujours vu comme fort et joyeux. Rarement aussi sérieux. Le silence s'étira. Ta mère m'a dit qu'elle partait pour un stage de travail de 2 semaines à l'étranger. Il commenca. Les enfants répondirent immédiatement. Elle nous a dit la même chose. Il continua. Hier, je l'ai récupérée au travail. En attendant, j'ai vu qu'elle parlait à un homme dans son bureau. Quelque chose dans leur posture et leurs expressions semblait étrange. Elle a mis plus de 5 minutes à sortir. Pendant ce temps, j'ai vu sa photo sur le mur de l'entreprise. Son nom est Peter Hauer. J'ai même pris sa carte de visite à la réception. Les enfants écoutaient attentivement alors qu'il poursuivait. Ce matin, je n'ai pas pu dormir et j'ai regardé dans le sac à main de ta mère. J'ai trouvé son passeport et j'ai remarqué un visa indonésien tamponné il y a 3 semaines. Je me suis souvenu qu'elle avait lu un brochure de voyage pour Bali le mois dernier. Il marqua une pause et regarda ses enfants avant de continuer. Bali est en Indonésie, pas dans un état voisin. Elle a menti sur sa destination, mais accusé quelqu'un que vous aimez de tromperie sans preuve et sérieux. Sarah prit la parole. Nous comprenons papa, toi et mama nous ave appris à any jamais tricher, à any jamais mentir et à toujours respecter les autres. Leur père hocha la tête. C'est pourquoi c'est si difficile. Ce matin, ta mère m'a demandé de la déposer au terminal domestique et de partir. C'était inhabituel. Normalement, j'ai restauré jusqu'au départ de son volume. Alors je suis allé au terminal international à la place.
J'ai vu Peter Hauer s'enregistrer et 15 minutes plus tard, ta mère est arrivée et s'est également enregistrée. J'étais trop choqué pour l'affronter. Sarah hesita. Penses-tu qu'elle... Oui, Sarah, dit-il lourdement. Je crois que ta mère nous a menti et qu'elle est allée à Bali pour une liaison. Se retournant, leur père essaya de masquer sa douleur, mais c'était évident. Un par un, les enfants l'enlacèrent, en commençant par Daniel. Sarah recula et le regarda. « Que vas-tu faire, papa » demanda-t-elle doucement. Il soupira lourdement. Je ne sais pas encore. Il admit. Si elle a été infidèle, c'est fini. La fidélité est non négociable. Même si elle n'a pas couché avec lui, je ne sais pas si je peux passer outre cela. Pour l'instant, je leur ai envoyé un message les avertissant qu'il y aura des conséquences s'ils se touchent. Cela me laisse du temps pour décider. Sarah inclina la tête, l'inquiétude gravée sur son visage. Mais papa, maman a laissé son téléphone à la maison, dit-elle prudemment. Elle n'aurait pas vu ton message. L'expression de leur père s'assombrit alors qu'il fronça les sourcils. Quel numéro t'a-t-elle donné pour la contacter ? Demanda-t-il, son ton se durcissant. Sarah sortit les instructions de Laura sur son téléphone, lut les 6 premiers chiffres, et son père compléta les 4 derniers à partir de la carte de visite de Peter. Cet acte simple confirma la vérité pour tout le monde dans la pièce. Le silence tomba. Il y a autre chose, ajouta Sarah. Maman m'a demandé de récupérer une lettre sous son oreiller et de te la porter. Elle lui tendit la lettre. Après avoir hésité, il commença à lire. Larry brisa l'impasse. Papa, c'est au sujet de notre famille. Nous prenons de grandes décisions ensemble. Tu dois nous le dire. Ému par la détermination de son plus jeune fils, Dave lut la lettre à voix haute. Une phrase dans le 3e paragraphe se démarqua. Je pars pendant 2 semaines avec un ami du travail. Je ne t'ai jamais été infidèle et sans ta bénédiction totale, je ne le serai jamais. Ce mensonge prouvait à jeter une ombre sur toute la lettre. Pendant l'heure suivante, ils ont débattu de la situation en analysant les motivations de Laura. Ils ont atteint une conclusion troublante. En fonction d'un détail clé, Laura pourrait avoir perdu sa place dans la famille. Dave a essayé de la défendre. Les enfants, s'il y a une trahison, c'est contre moi en tant que mari. Ne laissez pas cela changer ce que vous ressentez pour elle. Larry a répondu fermement. Non, papa. Au moment où elle a menti à nous tous, elle s'est exclue de cette famille. Dave a étudié le visage résolu de son fils et a réalisé la force de ses convictions. Les mots de Larry portaient le poids de la vérité. À la réception de l'hôtel, Laura a surpris Pete en demandant une chambre privée à un autre étage. Elle l'a réservée pour 2 nuits avec la possibilité de prolonger, assurant la priorité si la chambre se remplissait. Lorsque Pete a questionné sa décision, elle lui a ordonné de déballer dans sa chambre et de la retrouver dans le hall dans 2 heures. Embarrassé mais obéissant, Pete a accepté. Quand ils se sont rencontrés, Pete n'a pas pu s'empêcher d'admirer la tenue frappante de Laura, oubliant un instant la situation étrange. Leur proximité d'1 mois avait été limitée aux baisers et aux caresses, et Pete était impatient d'en avoir plus. « Que se passe-t-il, Laura » demanda-t-il. « Réfléchis grec, Pete, dit Laura avec fermeté. Nous avons planifié ce voyage ensemble, mais tu as reçu un message menaçant te mettant en garde de ne pas me toucher. Ensuite, un homme ressemblant à mon mari t'a fait un geste menaçant. Maintenant, mon mari ne répond pas à mes appels, ce qui est complètement inhabituel pour lui. » Pete a saisi les implications mais ne voyait pas comment cela le concernait. Laura a continue. Je pense qu'il y a 80% de chances que mon mari sache que nous sommes ici. S'il confirme que nous avons couché ensemble, mon mariage est fini et je ne suis pas prête pour ça. S'il ne sait pas, je ne peux pas expliquer mon retour anticipé sans mentir et après 25 ans, il repérera un mensonge immédiatement. Jusqu'à ce que je confirme qu'il ne sait rien, nous ne coucherons pas ensemble. Pete avait l'air déçu, mais Laura l'écarta avant qu'il ne puisse argumenter. Si tu étais mon mari et que tu soupçonnais que je te trompais, comment gérerais-tu cela ? Demanda-t-elle. Facile, dit Pete. J'engagerais un détective privé. Voyant la réalisation lui venir, Laura ajouta. As-tu essayé d'appeler ta femme depuis notre arrivée ? Pete jeta un regard nerveux autour du hall, comme s'il cherchait des caméras. Laura dit fermement. Maintenant tu comprends. Reste loin de ma chambre, ne me touche pas et préviens-moi immédiatement si mon mari appelle. Voici une liste des numéros qu'il pourrait utiliser. Maintenant, fais-moi un bisou amical sur la joue et nous nous séparerons pour l'instant. Pete s'exécuta et ils regagnèrent leur chambre, tous deux méfiants d'être surveillés. S'ils avaient vérifié le numéro du message menaçant de Pete, ils auraient pu réaliser que Laura était déjà victime des soupçons de son mari. Au cours des 4 jours suivants, le voyage se déroula de manière maladroite.
Ils mangèrent au restaurant de l'hôtel, évitèrent tout contact physique et passèrent chaque jour ensemble au cas où le mari de Laura appellerait. Laura traîna Pete dans des magasins de vêtements et fit une excursion d'une journée mardi, bien que Pete devienne de plus en plus agité. Lundi, elle acheta un téléphone jetable et fit pratiquer à Pete le changement vers celui-ci en cas d'appel suspect. Son inquiétude grandit lorsque Sarah cessa de répondre aux emails, bien qu'elle se raisonna en se disant que Dave avait peut-être prolongé un voyage à leur chalet avec les enfants. Mardi soir, la patience de Pete s'épuisait. Il réserva discrètement une autre chambre, partit sans être remarqué et passa la nuit avec une escorte japonaise. Pendant ce temps, l'anxiété de Laura s'intensifia. Elle resta dans sa chambre à rechercher des informations sur le divorce et envoya un email à l'avocat de la famille pour obtenir des conseils. Il confirma ses suppositions concernant un divorce potentiel, bien qu'il admit que ce n'était pas sa spécialité. Vendredi, convaincue que son mari savait, Laura prit des mesures pour sécuriser les finances de sa famille. Elle ordonna à son avocat de verrouiller les actifs et transféra la propriété de leur dernier bien vacant dans une fiducie partagée avec Sarah. Elle a également mis en place des fiducies séparées pour ses 2 enfants plus jeunes, nécessitant 2 signatures, l'une de l'enfant, valide uniquement lorsqu'il atteindrait 18 ans, et l'autre d'un tuteur légal que l'avocat a recommandé de désigner lui-même plutôt que Laura. Avec les finances de sa famille protégées, Laura ressentait un léger soulagement. Si cela s'avérait être une fausse alerte, elle pourrait annuler les changements. Cette nuit-là, elle a dormi plus profondément qu'elle ne l'avait fait toute la semaine. Samedi, le monde de Laura s'est effondré avec 2 révélations dévastatrices en succession rapide. D'abord, Pete a enfreint ses règles en visitant sa chambre. Il a avoué que sa femme, qui avait été distante, avait demandé à son frère où envoyer les papiers de divorce. La femme de Pete avait découvert qu'il était en congé annuel et non en voyage d'affaires, et l'avait confronté. Pete a réalisé que c'était ainsi que Dave avait appris le voyage. Il a immédiatement décidé de rentrer chez lui pour gérer les conséquences. Laura, bouleversée, a contacté son avocat pour finaliser tous les changements financiers. Elle a escorté Pete à l'aéroport, puis s'est installée dans sa chambre désormais vide. La deuxième bombe est venue d'un post Facebook sur le compte de Larry annonçant le divorce de ses parents. Stupéfaite, Laura a crié « Que fait Dave ?» Elle a réfléchi amèrement. Le divorce, pensait-elle, devrait impliquer des discussions et des explications, pas des déclarations unilatérales. Dave avait toujours soutenu sa carrière, lui permettant de devenir le soutien de famille pendant qu'il restait à la maison avec les enfants. Pourtant, maintenant, il retournait la famille contre elle. Laura priait pour un signe afin d'arrêter ses plans avant qu'il ne soit trop tard. Alors que sa panique diminuait, Laura a analysé la situation de manière rationnelle. Quelqu'un, probablement la femme de Pete, devait avoir exposé son voyage à Dave. Si Sarah avait désobéi aux instructions et montré à son père la lettre que Laura avait écrite, la situation aurait été encore pire. En relisant la lettre, Laura a vu ses défauts, des vérités mêlées de mensonges, des promesses qui sonnaient désormais creux. Si David l'avait vu, elle réalisait qu'il remettrait tout en question, y compris ses assurances de fidélité et ses éloges à son égard en tant qu'amant. La plus grande préoccupation de Laura était l'ego blessé de Dave. Elle ne l'avait pas trahi physiquement, mais la lettre et les circonstances laissaient penser le contraire. Elle s'accrochait à l'espoir que le rapport des enquêteurs privés confirmerait son innocence. Du moins à Bali. En réfléchissant à ses actions, Laura ressentait une ironie sombre. Elle était l'épouse archétypale qui avait tout, pourtant elle risquait tout pour un désir fugace de réécrire son avenir. Maintenant, elle risquait de perdre sa famille et n'avait toujours pas satisfait son besoin. Déterminée à sauver la situation, Laura fit des plans pour rentrer chez elle plus tôt. Elle écrivit une lettre vague à Dave, envoyée par l'intermédiaire de Sarah, espérant retarder toute décision irréversible. Elle prit également rendez-vous avec un conseiller conjugal. Pendant ce temps, chez eux, Sarah surprit Dave en train de parler avec leur voisin, John Smith, un avocat. John demanda « Alors, à part informer la femme de Pete, qu'as-tu fait d'autre, Dave ?»« Rien encore, » répondit Dave. « J'attends d'entendre ce que Laura a à dire avant de décider pour le divorce. » Sarah intervint vivement. « Papa, arrête d'être naïf. L'avocat de maman m'a fait signer un accord de fiducie qui retire effectivement ton contrôle sur les biens familiaux. Elle a vidé la plupart des comptes. Elle est déjà en train de faire son mouvement contre toi. » Dave écouta en silence, son visage un mélange de douleur et d'incrédulité alors que Sarah exposait Laura comme une traîtresse parentale. Sarah tendit à son père une lettre imprimée de Laura. Il la lut puis la montra à John. « Chère Sarah, s'il te plaît, imprime le document ci-joint et donne-le à ton père. Je fais confiance à ta discrétion pour ne pas le lire. C'est personnel entre lui et moi. Cher David, je suppose que tu sais maintenant que j'ai menti sur le but et la destination de mon voyage. À mon retour, j'espère que nous pourrons parler. Et que tu écouteras mes excuses pour l'erreur que j'ai commise avec la patience que tu as toujours montrée.
S'il te plaît, souviens-toi de 2 choses avant de faire quoi que ce soit de drastique. Premièrement, je t'aime, et seulement toi. Je t'ai toujours aimé et je t'aimerai toujours. Deuxièmement, depuis que nous sommes exclusifs, j'ai été fidèle à toi. Je sais que mes actions ont suscité des doutes, mais je suis prête à faire tout ce qu'il faut pour prouver ma fidélité. Organisez un test de détecteur de mensonges à mon retour et je le passerai, répondant à toutes les questions que vous voudrez. Après avoir résolu cela, je m'excuserai pour le manque de respect que vous pensez que j'ai montré. S'il vous plaît, ne faites rien de précipité. Le divorce nous dévasterait tous les deux. Vous perdriez la maison que vous aimez et la moitié de nos fonds de retraite anticipés. Pensez aux enfants. Le divorce divise les familles. Les batailles pour la garde nous feraient tous du mal. S'il vous plaît, donnez-moi une chance d'expliquer quand je reviendrai. Votre épouse aimante, Laura. Après avoir lu la lettre, John a remarqué. Si nous ne savions pas ce qu'elle a fait, cette lettre semblerait convaincante. Dave fronça les sourcils. Que voulez-vous dire? John se pencha en avant, son ton ferme. Dave, dans mon métier, je vois ces situations tout le temps. Cela ressemble à un cas classique. Elle veut s'en aller, a trouvé un remplaçant et l'a testé lors de ce voyage. Si celui-ci s'avérait convenable, son plan était probablement de déplacer discrètement des actifs, de nuire à votre relation avec les enfants et de demander le divorce. Écrire une lettre comme celle-ci et laisser Sarah la voir vous fait paraître faible, ce qui rend plus facile pour les enfants de prendre son parti. L'objectif? Vous laisser sans le sou et isolé. Dave secoua la tête. Cela semble extrême. Les yeux de John se plissèrent. Je peux le prouver. Appelez 3 meilleurs avocats en divorce de la ville. Si l'un d'eux refuse votre cas, c'est probablement parce qu'elle les a déjà engagés. C'est une tactique courante pour les empêcher de vous représenter. Sceptique mais prêt à essayer, Dave suivit le conseil de John. Il appela un avocat réputé, seulement pour se voir dire qu'il ne pouvait pas prendre son cas. À son insu, la raison était la charge de travail importante du cabinet, et non l'interférence de Laura. Lorsque Dave retourna dans la pièce, il soupira. « D'accord John, je te crois. Que devrais-je faire ?» John n'hésita pas. D'abord, bloque tous les comptes financiers qu'elle ne contrôle pas et limite les dépenses communes. Annulez immédiatement toutes les cartes de crédit partagées. Dave marqua une pause, en conflit. Je veux toujours croire qu'elle m'aime, mais la seconde moitié de sa lettre ne va pas dans ce sens. Sarah, qui écoutait silencieusement, prit la parole. Papa, ¿es sûr que maman te ha menti? Oui, répondit Dave d'une voix ferme. Sarah soutint son regard. Est-ce que tu manques aux gens que tu aimes? Non, répondit Dave en adoucissant son ton. Quels sont les 3 piliers d'un partenariat que tu nous as toujours enseignés? L'amour, la confiance et le respect. Combien d'entre eux te reste-t-il avec elle? 1, admit-il, et combien maman te montre-t-elle maintenant? Insiste Sarah. Aucun, reconnut Dave. Exactement, dit Sarah, son sarcasme perçant la tension dans la pièce. Lorsque Laura a essayé de payer les frais pour changer son vol, ses cartes de crédit ont été refusées. Paniquée, elle s'est précipitée vers un distributeur automatique, mais sa carte a également été rejetée. Réalisant qu'elle avait des options limitées, elle a rapidement évalué sa situation. Son hôtel et ses repas étaient prépayés, donc elle ne serait pas sans abri ni affamée, et elle avait quelques centaines de dollars en chèque de voyage, bien que pas assez pour tenir. Demander de l'argent à ses parents soulèverait des questions qu'elle voulait éviter. Laura a envoyé un email à son avocat pour s'enquérir des comptes gelés et s'est préparée à une semaine ennuyeuse et à petit budget avant son vol de retour. En réfléchissant, Laura se demandait comment son plan soi-disant infaillible s'était effondré si rapidement. Elle avait supposé que Dave ne prendrait pas de mesures drastiques et croyait que son infidélité ne serait jamais découverte. Cependant, son plan avait échoué de manière spectaculaire. 2 emails ont approfondi son désespoir. Le premier, de la femme de Pete, Riley, l'accusait de détruire un mariage et de compromettre l'avenir des enfants de Pete. Le deuxième email de sa fille Danielle incluait une des lettres de Laura à Pete avec la question « Pourquoi nous as-tu menti, maman ?» Laura réalisa que ses enfants faisaient maintenant partie de sa punition et le silence de Sarah prenait un nouveau sens troublant. Laura a répondu à Danielle en promettant d'expliquer le malentendu à son retour. La réponse immédiate de Danielle lui fit mal. « Étrange que tu aies choisi de passer nos vacances avec un autre homme au lieu d'être avec papa et nous. » Tout au long de la semaine, Laura a évité la plage pour ne pas rentrer chez elle avec un bronzage qui pourrait confirmer les soupçons. Elle a envoyé une longue lettre vague à Sarah, soulignant des erreurs de jugement et ses sentiments d'être sous-évaluée en tant qu'épouse et mère. Elle a de nouveau insisté sur le fait qu'elle n'avait jamais été infidèle, mais n'a présenté aucune véritable excuse, confiante que sa position forte en tant que soutien de famille la protégeait. Pendant ce temps, Dave a rassemblé les enfants pour discuter de leur approche lorsque Laura reviendrait.
À moins d'entendre le contraire, elle sera de retour vendredi, a-t-il commencé. Que faisons-nous? Sarah a pris la parole en premier, son ton était tranchant. Sa dernière lettre prouve qu'elle nous voit comme des inconvénients. Elle a choisi une liaison plutôt que sa famille, à moins qu'elle ne change d'attitude, j'en ai fini avec elle. Dave a hoché la tête. Dur mais juste, Daniel? Elle ne comprend tout simplement pas. Adit Daniel Dousement. J'espère qu'elle pourra apprendre, a répondu Dave. Larry, je me fiche de ce qui lui arrive, a dit Larry fermement. Je veux juste rester avec vous. Dave a souri à son plus jeune enfant puis a partagé son plan. Je pense que ta mère a perdu son chemin après sa promotion. Si elle admet ses erreurs et montre des remords, nous devrions lui donner une chance. Si elle ne le fait pas, nous réévaluerons. Qu'en pensez-vous? Sarah a hésité mais a vu le besoin de stabilité de ses frères et sœurs. D'accord, papa, j'essaierai. Mais sa lettre ne montre aucun remords. Étrangement, je crois qu'elle n'a jamais été infidèle. Dave a hoché la tête. C'est pourquoi j'ai prévu un réveil pour elle. Elle doit comprendre les dommages émotionnels qu'elle a causés. Si elle craque et s'excuse, nous en parlerons. Sinon, nous déciderons de la suite. Laura a été prise au dépourvu lorsqu'elle a reçu une lettre de Sarah adressée à Dave et aux enfants. Elle décrivait son emploi du temps de retour et a envoyé un frisson à travers elle. Selon la lettre, Laura était attendue chez elle tard vendredi soir. À son arrivée, elle passerait un test polygraphique avec des questions soumises par les 4 membres de la famille. Ensuite, elle resterait dans un motel pendant 2 nuits pour réfléchir, avec la possibilité de demander une réunion de famille l'après-midi du samedi. Bien qu'irritée d'être dirigée, Laura décida de jouer le jeu, confiante qu'elle pourrait reprendre le contrôle après le polygraphe. Elle croyait que le test prouverait sa fidélité et espérait que cela convaincrait Dave et apaiserait les choses. Elle commença à spéculer sur les questions que Dave pourrait poser. Si le test se concentrait sur le fait qu'elle ait eu des relations sexuelles avec Peter ou quelqu'un d'autre, elle se sentait en sécurité. Cependant, les questions sur ses intentions ou son comportement en tant qu'épouse étaient plus troublantes, surtout compte tenu de son histoire avec Peter et Michael. Réalisant que trop réfléchir pourrait augmenter son stress, Laura résolut de rester calme. À son arrivée, Laura évita de dire à quiconque son heure d'arrivée, optant pour un taxi pour se rendre au rendez-vous du polygraphe. Au lieu de se sentir triomphante, elle arriva accablée, sachant que la situation avait échappé à tout contrôle. Au centre de test, le technicien expliqua la procédure et commença par des questions de calibration. Puis vint la première vraie question. Il y a 2 semaines, êtes-vous allé à Bali avec l'intention d'avoir des relations sexuelles extra-conjugales avec Peter? Oui, répondit Laura d'une voix ferme. Le technicien vérifia les relevés, prit une note et clôtura le test. C'est tout? Demanda Laura, estupefaite. Juste une question? Le technicien répondit oui, et je soupçonne qu'elle a été écrite par votre mari. Il semble qu'il se fiche de savoir si vous avez eu une liaison à Bali. Il voulait une confirmation de votre intention. Pour lui, votre intention suffisait. Il désigna des cartes d'avocats spécialisés en divorce à la réception. Bonne chance, Madame Brown. Ébranlée, Laura réalisa que sa stratégie pour prouver sa fidélité physique avait complètement raté sa cible. Enragée, elle prit une décision impulsive. Elle sauta dans un taxi et rentra chez elle, convaincue qu'elle devait confronter Dave directement. Alors qu'elle s'approchait de la maison, Dave, Daniel et Larry observaient depuis une voiture garée de l'autre côté de la rue. Ils échangèrent silencieusement des regards, soulagés d'avoir préparé ce moment la veille. Ne souhaitant pas s'engager dans une confrontation devant les enfants, Dave les conduisit au motel où la chambre de Laura les attendait. Leurs téléphones éteints pour éviter tout contact supplémentaire. Laura ne contacta la famille que tard lundi, brisant tout espoir qu'elle avait utilisé le week-end pour réfléchir. Cette nuit-là, Dave reçut une lettre de Sarah transmettant le message de Laura. La lettre accusait Dave d'utiliser des tactiques basses en impliquant les enfants contre elle et l'informait d'une audience d'urgence au tribunal de la famille que son avocat organisait pour décider de la garde temporaire de Daniel et Larry. Laura annonçait également qu'elle avait programmé une séance avec un psychologue pour la famille et une réunion mercredi soir pour discuter de l'avenir. Laura passa le week-end à élaborer une stratégie pour sauver sa position. Son plan se concentrait sur 3 fronts: sauver son mariage par le biais de conseils, choisir une conseillère féminine pour influencer les choses en sa faveur, expliquer ses actions aux enfants lors des séances familiales, et sécuriser des avantages juridiques si le divorce devenait inévitable. Mardi, Laura était déjà assise dans le bureau de la conseillère lorsque Dave arriva. La conseillère l'accueillit chaleureusement et leur demanda de s'asseoir sur des chaises face à elle, bien qu'espacées. Après les présentations, Laura insista pour qu'on utilise son prénom tandis que Dave choisit de se présenter comme Monsieur Brown. La conseillère invita Laura à parler en premier. Laura raconta leur mariage, affirmant «
J'étais une épouse et une mère fidèle jusqu'à ce que je fasse une terrible erreur, que je mente à ma famille et que je sorte avec un autre homme. Il n'y a pas eu de sexe comme le montre mon comportement, mais l'intention était là. Je regrette mes actions et je souhaite avancer dans mon mariage. La conseillère se tourna alors vers Dave. Dave parla simplement. La principale plainte de mes enfants est le mensonge de leur mère. Elle a utilisé ses vacances pour nous quitter et a délibérément évité tout contact en laissant son téléphone derrière elle. Et non, je n'ai engagé personne pour la surveiller à Bali. Laura avait l'air stupéfaite. Elle avait supposé que la surveillance serait son premier mouvement. Dave continua. Je ne voulais pas croire qu'elle voyait quelqu'un jusqu'à ce que notre plus jeune fille pirate son email et trouve les plans qu'elle avait faits avec son amant. J'ai annulé les cartes de crédit seulement après que Sarah ait découvert les tentatives de Laura pour bloquer les finances familiales, me laissant impuissant. Laura était sans voix, réalisant que ses filles avaient exposé ses précautions et les avaient interprétées comme une trahison. Le ton de Dave se durcit. Quant à ses intentions lors de ces séances, excusez-moi de ne pas croire un mot de ce qu'elle dit. Le conseiller demanda à Dave, que souhaitez-vous accomplir ici? Je veux comprendre pourquoi ma femme pensait qu'il était acceptable de mentir et de planifier de coucher avec un autre homme, répondit-il. À ce moment-là, leur mariage aurait pu avoir une chance. Jusqu'à ce que le conseiller murmure « Oh, nous avons un dinosaure », Dave se figea. Il conclut que Laura avait choisi un conseiller biaisé contre lui et sorti en trombe. Plutôt que de le poursuivre pour s'excuser, Laura exprima sa frustration envers le conseiller. Au moment où elle eut fini, Dave était parti. Le conseiller s'excusa auprès de Laura et la convainquit de planifier une autre séance. Elle contacta également Dave pour s'excuser et lui proposa une séance en solo. La réunion de famille de mercredi ne se passa pas mieux. Laura les invita à dîner auparavant, mais Sarah refusa brutalement, rappelant à sa mère qu'elle ne savait pas cuisiner. Ils convinrent d'arriver à 19h30. Lorsqu'ils entrèrent, Laura tenta des câlins, mais ils répondirent tous froidement. Alors qu'ils s'asseyaient ensemble sur le canapé, laissant Laura seule en face d'eux, elle essaya de convaincre Sarah de venir à ses côtés. Sarah refusa. Découragée, Laura se lança dans son discours préparé. Il était léger en excuses et lourd en justifications. Elle prétendit se sentir sous-estimée en tant que femme qui fait vivre sa famille, déplora l'attention routinière de son mari et admit qu'elle avait manqué de l'admiration que les femmes célibataires apprécient. Elle justifia ses actions en disant qu'elle avait cédé aux flatteries d'un homme plus jeune. Les expressions froides et inflexibles de sa famille étaient claires. La confiance avait été rompue et il n'y avait pas de retour en arrière. Pendant le discours de Laura, elle dirigea son attention vers Daniel et Larry, évitant le regard de Dave, tandis que Sarah était assise à griffonner des notes, son irritation évidente. Finalement, Sarah brisa le silence. « Putain maman, tu m'as encore déçu. »« Quoi? Pourquoi ?» demanda Laura, surprise. « Je te donnerai 85% au test de cliché. Si tu avais ajouté que personne ne s'exprime s'il ne se fait pas entendre, tu aurais eu 100%, rétorqua Sarah. Laura rougit, incertaine si c'était de la colère ou de l'embarras. Elle réalisa que ses enfants n'allaient pas compatir avec elle tant que Dave avait leur confiance. « David, dit-elle d'un ton brusque, à la cuisine maintenant derrière la porte fermée, Laura siffla, est-ce que ça doit vraiment en arriver là, David? Moi te briser jusqu'à ce que tu implores le pardon? Dave soupira, attristé par sa nature combative. Ça ne doit pas être le cas. Si tu faisais simplement ce qui est juste, rien de tout cela ne serait inévitable. Si tu lâches ce conseiller et nous, je te verrai au tribunal, Laura. Dave l'interrompit. Jeudi, Dave emménagea dans une maison de location de 3 chambres, conscient que la situation ne se résoudrait pas de sitôt. Il apprit que l'audience de garde pour Daniel et Larry était prévue pour mardi. Après avoir entendu quel juge avait été assigné, Dave appela John qui nota que le juge avait un historique de décision défavorable au père. Malgré cela, Dave refusa une représentation légale, choisissant de se représenter lui-même. John lui donna des conseils pendant le week-end sur les procédures judiciaires et Dave se prépara soigneusement. Dave se concentra sur le bien-être de ses enfants, passant le week-end à aménager leur nouveau foyer. Autour de la table, il expliqua ses plans honnêtement. Les enfants s'illuminèrent en participant à la recherche et à la planification de leur avenir. Mardi, l'avocat de Laura fut surpris que Dave prévoit de se représenter lui-même, reconnaissant le défi auquel Laura pourrait faire face sous son interrogatoire. En raison de retard, le tribunal ne traita que des questions procédurales, l'audience se poursuivant le lendemain. D'ici mercredi, les journalistes locaux avaient eu vent de l'affaire. La salle d'audience bourdonnait d'anticipation alors que l'avocat de Laura commençait à détailler la propriété et le pouvoir de gain avant que Dave n'ait son tour de questionner Laura. Les journalistes et les personnes présentes remarquaient sa nervosité visible. Dave restait calme et délibéré. « Laura, j'ai construit notre maison familiale de mes propres mains, n'est-ce pas ?»« Oui, admit-elle doucement.
Et j'ai gagné la plupart de l'argent pour notre foyer pendant que tu retournais au travail 2 mois après la naissance de chaque enfant, n'est-ce pas? Oui, répondit-elle en évitant son regard. Il continua. Et qui préparait les repas de nos enfants? Petit déjeuner, déjeuner scolaire et dîner? Laura se déplaça mal à l'aise. J'ai travaillé de longues heures, répondit-elle sur la défensive. Donc, dirais-tu que j'étais le principal responsable des soins de nos enfants? Demanda Dave de manière incisive. Probablement, concéda-t-elle. Le ton de Dave s'aiguisait alors qu'il changeait de sujet. Tu m'as récemment menti, ainsi qu'à tes enfants, puis tu es parti à Bali pendant 2 semaines pour avoir des relations sexuelles avec un autre homme, n'est-ce pas? L'avocat de Laura s'opposa immédiatement. Objection, votre honneur? L'infidélité est sans rapport avec les disputes de garde. Dave maintint son calme en répondant. Votre honneur? Je ne me concentre pas sur l'infidélité. Je questionne le caractère de ma femme en tant que mère apte, le juge considéra brièvement. Objection, Reggie T. Laura se raidit et tenta d'expliquer. Je suis allée à Bali pour des vacances et il se trouve que j'y suis allée avec un ami masculin, dit-elle d'une voix tendue. Dave continua, tenant une feuille de papier. Et avant de partir, as-tu laissé cette lettre pour moi? Sans attendre de réponse directe, il lut la lettre à voix haute, chaque mot résonnant dans la salle d'audience silencieuse. Les journalistes griffonnaient furieusement et le silence furieux de Laura parlait plus fort que n'importe quel déni. La voix de Dave perça la tension. En revenant, t'es-tu excusé auprès de ton mari ou de tes enfants pour tes mensonges et tes intentions immorales? La salle d'audience tomba à nouveau dans le silence, le poids de la question flottant dans l'air. Encore une fois, Laura resta silencieuse, son expression de fer. Dave conclut, votre honneur, la décision ici est simple. J'ai toujours été le principal responsable des soins. Les enfants devraient rester avec moi dans la maison que j'ai construite où ils ont grandi. Contrairement à ma femme, je n'ai pas menti ni trahi ma famille. Je demande la garde complète et que ma femme cesse d'influencer nos enfants de manière négative. Dave s'assit de dos à Laura, ignorant son regard fulminant. Le juge ne perdit pas de temps à rendre son jugement. La garde temporaire des enfants et de la maison familiale irait à Laura, citant des études favorisant les mères dans les cas de divorce. Laura sourit triomphalement, mais Dave resta impassible. Il avait anticipé ce résultat. Se levant, il s'adressa au tribunal. Votre honneur, j'aimerais faire référence à vos décisions dans des affaires similaires où la garde a été accordée au principal responsable des soins. Il énuméra des précédents et cita des études réfutant l'idée que les enfants sont toujours mieux avec leur mère. Alors dites-moi, votre honneur. Un homme avec un organe peut-il gagner dans votre tribunal? Le juge, pris au dépourvu, ferma rapidement la séance. Dave remit des copies de la lettre incriminante de Laura aux journalistes avant de sortir sans se retourner. L'avocat de Laura la félicita, mais sa victoire lui semblait creuse. Les remarques de Dave sur son manque de remords avaient touché une corde sensible. Au lieu de réfléchir, l'instinct de combat de Laura se manifesta. Dave, guidé par les conseils de Sarah, intensifia ses efforts. Il déposa une plainte auprès du président du tribunal fédéral, alléguant un biais judiciaire. Ce week-end-là, il déménagea dans une maison de location avec les enfants et passa du temps à la rénover, les impliquant et planifiant leur avenir. Mardi, l'avocat de Laura fut surpris d'apprendre que Dave avait l'intention de se représenter lui-même lors de l'audience sur la garde. Au tribunal, le calme des questions de Dave souligna son rôle de principal responsable des soins et le manque d'honnêteté de Laura. Les journalistes documentaires avec empressement son inconfort visible. Dave lut à haute voix la lettre accablante de Laura. Son silence en disait long. Il conclut, « Votre honneur, j'ai toujours été le principal responsable des soins de mes enfants. Les actions de ma femme montrent qu'elle n'a pas le caractère nécessaire pour influencer correctement nos enfants. La garde devrait rester avec moi. » Les articles de journaux le lendemain ont critiqué à la fois Laura et le juge. Pendant ce temps, la relation tendue de Laura avec les enfants s'est détériorée. Ils ont passé du temps chez elle à contre-cœur, mais ont refusé de s'engager. Laura avait du mal avec des tâches de base comme préparer les déjeuners scolaires et comptait plutôt sur l'argent de la cantine. Lors d'une séance de conseil en solo, Laura a exposé des conditions pour reprendre Dave et a avoué avoir eu 2 relations inappropriées auparavant, en soulignant qu'il n'y avait pas eu de sexe, bien qu'elle ait admis que ce n'était pas de son choix. Elle ne comprenait pas pourquoi Dave était si offensé, car elle croyait que l'intention n'avait pas d'importance si rien de physique n'était arrivé. Le conseiller a averti que la réconciliation était peu probable en raison de l'accent mis par Dave sur son malhonnêteté et ses intentions. Le lendemain, la séance de Dave avec le conseiller a été brève. Il a exigé soit une référence à quelqu'un d'impartial, soit une déclaration selon laquelle le mariage était irrécupérable. Craignant d'endommager davantage sa carrière, le conseiller a choisi cette dernière option et a signalé la dissolution du mariage. À la maison,
Dave a trouvé Daniel et Larry installés. Un policier est arrivé en citant une ordonnance du tribunal, mais les enfants ont refusé de partir. Lorsque Laura est arrivée, elle a exigé « David, dis juste aux enfants de venir avec moi, donne-moi la maison et je serai généreuse avec les visites et la division des biens. » Laura pars, répondit Dave. Je ne les forcerai pas à faire quelque chose qui viole leur sens du bien et du mal. David, je ne suis pas une mauvaise personne. Tu me connais. Non, je ne te connais pas, dit Dave froidement. La femme que j'ai épousée n'aurait pas fait ça. Elle ne m'aurait pas trahi, n'aurait montré aucun remords et aurait essayé de me forcer à accepter son comportement. J'ai découvert hier tes 2 aventures précédentes. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Et quel est ton plan maintenant? Réaliser que la conseillère avait révélé ses secrets, Laura rougit de colère et de culpabilité. Incapable de s'en prendre à Dave, elle s'est enflammée intérieurement. Elle n'est pas autorisée à te dire que Laura a craqué. Sa frustration était évidente alors que sa prise sur la situation continuait de se défaire. Dave resta silencieux alors que Laura sortait en furie. Plus tard, il effaça l'enregistrement que Daniel avait placé dans le sac à main de Laura avant sa séance de conseil. Confiant que la justice rattraperait bientôt la conseillère. Il avait raison. 3 jours plus tard, la conseillère fut renvoyée. Samedi, les services de protection de l'enfance arrivèrent pour faire appliquer la décision de garde, mais Daniel et Larry refusèrent de partir sans être expulsés de force. Lorsque les agents expliquèrent la décision du tribunal, Daniel rétorqua que les tribunaux avaient tort. Nous ne vivrons pas avec quelqu'un qui a entendu notre père. Les agents partirent, incapables de résoudre la situation. Laura passa la semaine suivante à essayer de se réconcilier avec ses enfants, mais ils ignorèrent ses appels et supprimèrent ses messages. Ses tentatives de parler avec Dave se terminèrent brusquement lorsqu'il réalisa qu'elle ne s'excusait pas. Frustré, Dave engagea John comme son avocat en divorce. Avec l'aide de Sarah, il découvrit que Laura se préparait pour un autre voyage d'affaires. Prenant des congés, Dave se consacra à aider les enfants à s'adapter et à se préparer pour leur avenir. Lorsque Laura rentra vendredi, elle fut stupéfaite. La maison primée qu'elle chérissait avait disparu, remplacée par une structure endommagée achetée lors d'une vente aux enchères d'assurance. À l'intérieur, elle trouva ses affaires soigneusement emballées, de nouvelles serrures installées et une copie de l'acte de propriété sur le sol. Le document confirmait que, bien qu'elle possédât le terrain, la maison n'était plus à elle. Elle appela son avocat, seulement pour confirmer que l'arrangement était légal. Réalisant que Sarah avait pris le contrôle des trusts familiaux, Laura maudit son arrogance et son hypothèse que ses enfants prendraient son parti. Consumée par la colère et le mépris de soi, elle écrivit une lettre à ses enfants demandant « Vous me détestez vraiment autant ?» Dave a simplement répondu « Nous ne te détestons pas. Tu savais que je protégerais toujours notre famille, même de toi. » Lundi, Laura a reçu le dépôt de divorce de Dave au travail. L'accord semblait généreux au départ, lui accordant la pleine propriété des biens acquis en commun. Cependant, les déductions comprenaient les frais du voyage à Bali, les coûts du divorce et des pénalités pour ses manœuvres financières. La garde des enfants serait déterminée par leurs préférences, la décision de Larry servant de départage. Lorsque Laura a essayé de révoquer les trusts des enfants, ses finances. Le conseiller financier l'a informé que c'était impossible. Il avait tout planifié parfaitement, a admis le conseiller. Laura a tenté de nommer un nouveau conseiller, mais comme le premier avait déclaré le mariage irrécupérable, elle avait besoin du consentement de Dave qui l'a refusé. Il lui a rappelé qu'il avait suggéré un conseiller neutre des semaines plus tôt, mais elle avait rejeté l'idée. Maintenant, il était trop tard. Réalisant qu'elle n'avait pas d'autre option, Laura a signé l'accord de divorce. Bien qu'elle ait conservé la garde et l'accès au trust en tant que tutrice des enfants, elle a perdu le 2e terrain et d'autres actifs. Le divorce s'est déroulé rapidement une fois finalisé, laissant Laura faire face seule aux conséquences de ses actions. L'avocat de Laura lui a assuré que l'affaire resterait sous le même juge du tribunal de la famille, connu pour ses préjugés. Il a admis qu'il conseillait généralement à ses clients masculins de céder devant ce juge. Confiée en sa victoire et son plan de laisser Dave dans la pauvreté, Laura s'est détendue. Elle a même envisagé l'idée de revenir magnanimement dans sa vie selon ses conditions ou de le laisser à sa supposée pauvreté. Un mois plus tard, Laura est entrée dans la salle d'audience en se sentant confiante, mais a été accueillie par son avocat nerveux. Il a désigné une femme en costume assise dans le public. Elle travaille pour le juge fédéral en chef, il se passe quelque chose et ça me plaît pas, a-t-il murmuré, troublant Laura. Le juge a ouvert la session en annonçant sa retraite anticipée, son ton amer. Alors que l'audience commençait, l'avocat de Laura s'opposa à la demande de Dave qu'elle couvre les frais juridiques, suggérant qu'ils paient chacun les siens. John, l'avocat de Dave, rétorqua qu'il travaillait pro bono. L'affaire se retourna rapidement contre Laura. John présenta des preuves convaincantes du rôle de Dave en tant que principal aidant,
tandis que l'avocat de Laura, s'appuyant sur la clémence habituelle du juge, était mal préparé. Le juge, jetant fréquemment des regards à la femme dans la galerie, semblait contraint dans son jugement. Sa décision accorda la garde à Dave et loua son offre généreuse de partage des biens. Laura resta abasourdie, à peine consciente du dernier coup de marteau. De retour dans son appartement d'une chambre, Laura se sentit vaincue mais n'avait pas de temps pour la mélancolie. Elle devait encore finaliser la vente de son ancienne propriété qu'elle avait mise en vente en prévision d'un résultat financier favorable. Le terrain unique, autrefois magnifiquement paysagé, nécessitait un type de maison spécifique, ce qui faisait que le prix de vente était bas. Lors de la réunion de règlement, elle se préparait à remettre les actes de propriété mais on lui dit que les acheteurs arriveraient bientôt. La voiture de Dave arriva, suivie de camions transportant sa vieille maison avec une grue. Laura réalisa qu'il était l'acheteur. Stupéfaite, elle partit sans un mot. De retour dans son appartement, Laura fixa le chèque dérisoire représentant les débris de sa vie autrefois prospère. Elle prit son journal de pensée et écrivit en lettres rouges en gras. « La prochaine fois que tu as une envie, va à la pharmacie. La prochaine fois que tu te trompes, excuse-toi. Tu es 2 fois plus intelligent que tu ne le penses. » Quelques semaines plus tard, Laura décida de tendre une olive. Elle acheta du champagne et se rendit à son ancienne propriété pour féliciter ses nouveaux propriétaires et partager son humilité. Laura conduisit vers la propriété avec la bouteille de champagne blottie à ses côtés, l'étiquette dorée brillant au soleil. Elle avait répété ce moment une 12aine de fois, imaginant un accueil chaleureux et peut-être même le début d'un nouveau chapitre. Un chapitre ancré dans l'humilité et la réconciliation. En s'approchant de l'allée, elle fut frappée par la transformation. La maison que Dave avait construite avec tant de soin avait été restaurée à sa gloire d'antan, se tenant comme un témoignage de la résilience qu'elle avait sous-estimée chez son mari. Lorsqu'elle frappa à la porte, Sarah répondit. L'expression sur le visage de sa fille était prudente mais pas hostile, donnant à Laura une lueur d'espoir. « Salut maman », dit Sarah d'un ton neutre en s'écartant pour la laisser entrer. À l'intérieur, Laura vit la table à manger dressée pour un dîner en famille. Dave et les garçons arrangeaient les plats, leur rire remplissant la pièce. La chaleur de la scène fit sentir à Laura qu'elle était une intruse. Elle tendit le champagne à Sarah qui leva un sourcil mais le prit sans commentaire. Dave leva les yeux et croisa le regard de Laura. Sun visage etate calm, de pourvu de malice, mais aussi sans l'affection tu elevate autrefois prise pour quise. Laura dit-il simplement en hochant la tête en signe de reconnaissance. Je voulais te féliciter pour la maison, commença Laura, sa voix faiblissant légèrement. Elle est magnifique. Vous avez fait un travail incroyable. Merci, répondit Dave en retournant à la table. Son attention sur le repas plutôt que sur ses mots la piqua, mais elle continua. Je voulais aussi m'excuser, dit Laura plus fort cette fois. La pièce devint silencieuse alors que l'attention de tout le monde se tournait vers elle. J'ai fait tant d'erreurs. Je vous ai tous blessés et je suis vraiment désolé. J'espère que vous pourrez me pardonner un jour. La voix de Larry brisa le silence. Pourquoi as-tu fait ça, maman ? Demanda-t-il. Son ton était un mélange de curiosité et de douleur. Est-ce que nous ne comptions pas pour toi ? Des larmes montèrent aux yeux de Laura. Vous comptiez plus que tout, dit-elle, sa voix tremblante. J'ai juste perdu de vue cela. Je pensais avoir besoin de quelque chose de plus, de quelque chose de différent, et j'avais tort. Vous méritez tous mieux de ma part. Sarah croisa les bras. Et maintenant ? Demanda-t-elle, son scepticisme évident. Tu as dit que tu es désolé, mais désolé ne répare pas tout. Laura hocha la tête, reconnaissant la vérité dans les mots de sa fille. Tu as raison, admit-elle. Je ne m'attends pas à ce que tout redevienne comme avant. Je veux juste avoir la chance de vous montrer que j'essaie d'être meilleur. Dave parla enfin, son ton mesuré. Laura, je suis content que tu réfléchisses, mais la confiance que nous avions est partie. Et la confiance est la base de toute relation. Il faudra du temps et des efforts constants pour reconstruire, si cela est même possible. Je comprends, dit doucement Laura. Je ne suis pas ici pour demander quoi que ce soit aujourd'hui. Je voulais juste m'excuser et te faire savoir que je prends des mesures pour changer. J'ai commencé à voir un thérapeute et j'ai rejoint un groupe de soutien pour les personnes ayant fait des erreurs similaires. Cela m'aide à comprendre ce qui m'a mené ici. La sincérité dans sa voix semblait les toucher, bien que personne ne réponde immédiatement. Après un moment, Daniel prit la parole. « C'est bien que tu fasses ça, dit-il prudemment. Mais les actions parlent plus fort que les mots, maman. » « Je sais, répondit Laura. Et je suis prête à te montrer par mes actions que je suis déterminée à faire amende honorable. Dave se leva et se dirigea vers la porte, l'ouvrant comme un signe silencieux que la conversation était terminée. Merci d'être venue, Laura, dit-il.